Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. BX1. Voilà, on a un peu de retard ce matin, il est déjà 8h17. Bonjour Delphine Houba. Bonjour Bruxelles. Échevine de la culture, du tourisme et des grands événements. L'hôtel de ville, c'est fini ? Pas trop de regrets ? Alors, c'est un bâtiment absolument dingue et on a eu beaucoup de chance de pouvoir y travailler. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'hôtel de ville se transforme en musée. C'est un édifice qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, sur la plus belle place du monde, elle aussi, classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Et l'idée, c'est de partager justement cet héritage patrimonial avec les Bruxelloises et les Bruxellois et les touristes. Donc, ça veut dire qu'il y a des visites qui sont organisées. Il y a des Bruxellois qui vont se présenter pour ces visites ou on vise plutôt le grand tourisme international qui passe 1 ou 2 journées à Bruxelles ? On vise tout le monde, en fait. L'hôtel de ville était déjà ouvert au public, mais seulement 2 jours par semaine. Et donc ici, l'idée, c'est vraiment d'élargir justement cet accès à cet édifice historique. Mais donc, le conseil communal ne se réunit plus là, il se réunit dans le bâtiment du centre-ville. Votre bureau d'Échevine, il est où maintenant ? Alors, mon bureau d'Échevine, il est au Brucity. Oui. Ceci dit, l'hôtel de ville va conserver ses fonctions politiques et protocolaires, puisque ça reste évidemment un lieu prestigieux. Mais donc, l'activité du collège et toute l'administration est maintenant au Brucity, donc il y a 2 pas de la Bourse. Et donc, la grande nouveauté ici, c'est que non seulement on pourra davantage visiter l'hôtel de ville, ses salles, le cabinet du bourgmestre, la salle des mariages, la salle gothique, les galeries, mais aussi, grande nouveauté, visite absolument inédite et insolite, c'est que la tour, donc la flèche de l'hôtel de ville, est ouverte au public Donc, désormais. on peut monter tout en haut de la flèche et avoir la vue sur tout Bruxelles. Ouais, donc ça, c'est le samedi uniquement. Et la vue est vraiment époustouflante, ça en vaut vraiment la peine. Alors, je voudrais qu'on parle d'égalité des genres dans le milieu culturel, parce que vous êtes donc échevine du tourisme, on vient d'en parler, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais vous êtes aussi échevine de la culture. On a un problème de représentation des femmes et des minorités sexuelles dans le milieu culturel ? Oui, alors le secteur culturel n'est malheureusement pas épargné par les inégalités et par les stéréotypes de genre. Et donc ici, dans le cadre du plan égalité femmes-hommes lancé par ma collègue Lydia Moutier-Bellé, j'ai souhaité mettre en place donc une charte qui permette de travailler avec les lieux culturels sur l'égalité des genres dans le secteur culturel. Concrètement, ça veut dire quoi, Delphine Houba ? Ça veut dire que vous allez demander au théâtre ou aux salles de musique de programmer un nombre égal d'hommes et de femmes, ou c'est pas ça ? Alors, c'est ça l'idée, c'est de tendre vers la parité et d'accompagner les lieux. Alors, on ne part pas de nulle part. Ça ne nuit pas à la liberté de création artistique ? Pas du tout, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on est un homme ou une femme ou une personne membre de la communauté LGBTQI qu'on va écrire une moins bonne pièce ou voilà. En fait, l'idée c'est que la culture n'a pas de sexe, la création n'a pas de sexe, et donc ici l'idée c'est justement de dire comment est-ce qu'on puisse faire en sorte, et c'est ma priorité, que la culture soit à l'avant-garde du combat féministe. C'est-à-dire faire en sorte que notre culture, nos lieux, à travers leur programmation, à travers leur recrutement, soient le plus possible le reflet de la société dans laquelle on vit. Ouais, et donc on propose une charte, elle est en cours de rédaction, je pense. Alors la charte a été signée par une dizaine de lieux, c'est le fruit d'un travail de presque un an. Le KVS, les Brigitines, le Théâtre National par exemple ont déjà signé. Oui, tout à fait, donc c'est un travail Ils s'engagent à quoi quand ils signent ? Alors ils s'engagent à quoi ? Ils s'engagent à travers 5 axes comme le recrutement, leur budget, la programmation, de veiller à ce que leur communication aussi par exemple, à ce que ce soit inclusif, que ça reflète la diversité bruxelloise. C'est-à-dire que si on a une programmation d'un théâtre qui ne programme quasi que des pièces écrites par des hommes avec des hommes sur scène, là évidemment il faut se poser des questions. C'est intéressant aussi de regarder qui dirige nos lieux culturels. Est-ce que nos lieux utilisent des techniques de gender budgeting pour vérifier que c'est de l'argent public aussi, soit distribué de la manière la plus équitable possible. Ouais, donc c'est une charte, donc c'est sur base volontaire. Ouais. Ceux qui ne signent pas ou qui auraient signé, qui ne respectent pas la charte, qu'est-ce qui se passe pour eux ? Vous allez leur couper les subsides ou pas ? Alors on va les suivre, et moi je pars du principe qu'il y a plutôt des bonnes volontés au niveau du secteur culturel, et donc moi j'ai plutôt envie de les accompagner, d'avoir une approche positive. Donc on va les accompagner à travers des formations, des outils. Donc cette charte c'est un aboutissement, mais c'est pas une fin en soi. On va évidemment travailler en fonction de leurs besoins, on va mettre ça en place. Moi je pars du principe qu'il y a des bonnes volontés. Après ça n'empêchera pas évidemment de réfléchir s'il y a des réfractaires, mais moi je pars du principe qu'il y a vraiment... Pas de sanctions prévues à ce stade. Pas à ce stade, non. Alors je voudrais qu'on parle du Fuse, donc la grande boîte de nuit dans les Marolles, qui a cru un instant qu'elle allait fermer ses portes. Finalement il y a un accord de prolongation pour 2 ans avec un certain nombre de nuitées, mais c'est malgré tout limité, et limité aussi en termes de nuisances. On va devoir déplacer le Fuse à terme ou pas ? Alors,
Pour moi, le Fuse, c'est vraiment une institution incontournable à Une Bruxelles. des premières boîtes en Europe oui. qui a programmé de la musique techno. Ça fait presque 30 ans que le Fuse est dans les Marolles, avec des grands noms du DJing qui se sont succédés, que ce soit Laurent Garnier ou des noms belges comme Charlotte de Witt ou Amélie Lenz. Donc c'est vraiment un phare dans la nuit et dans la nightlife bruxelloise. Et pour moi, le secteur de la nuit fait partie intégrante de notre culture. Le Fuse, c'est une institution culturelle, c'est un lieu de création, c'est un lieu de rencontre, c'est fondamental. Et je défends moi vraiment une ville qui puisse vivre à toute heure du jour et de la nuit. C'est aussi très important d'un point de vue touristique. Et donc c'est très important de soutenir le Fuse. Mais il y a aussi la qualité de vie des riverains. Donc il y en a un qui a intenté des actions en justice. Il y a pour l'instant un compromis pour 2 ans. Qu'est-ce qui va se passer après ces 2 ans? Est-ce que la ville envisage de faire déménager le Fuse et éventuellement va l'aider? Ou est-ce qu'au contraire vous demandez à Bruxelles Environnement et au gouvernement bruxellois de revoir les normes de bruit? Alors ici, c'est évidemment important qu'on puisse trouver des solutions à long terme pour sécuriser les clubs et les boîtes de nuit actuelles et futures. Et donc il y a une task force qui a été mise en place au niveau régional, à laquelle Philippe Claus, donc le bourgmestre de la ville de Bruxelles, participe. Parce que, comme je l'ai dit, le Fuse, c'est un fleuron qui est extrêmement important Mais pour Bruxelles. vous pouvez envisager qu'il déménage, qu'il quitte les Marolles ou pas? Et moi, je pense qu'il faut maintenant réfléchir, et je pense que c'est trouver ensemble des solutions qui soient pérennes. Et comme vous l'avez dit, il faut qu'on trouve évidemment un équilibre entre l'attractivité de Bruxelles et l'habitabilité de nos quartiers. Mais vous répondez pas vraiment à ma question. Pour moi, c'est pas de Bruxelles sans Fuse, et c'est important que le Fuse reste là où il est. Il y est depuis 30 ans, donc pourquoi est-ce que tout d'un coup le Fuse devrait Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit l'aider à déménager faire des travaux acoustiques d'insonorisation, ou est-ce qu'on doit revoir cette réglementation régionale sur le bruit? Alors je pense qu'il y a différentes villes dont on peut s'inspirer, comme New York ou Berlin. Alors il y a différents principes, comme le principe d'antériorité par exemple, qui stipule que quand vous achetez une maison à côté d'un club qui est là depuis presque 30 ans, eh bien vous vous isolez à vos frais, ou alors aussi on peut décréter des zones urbanistiques à forte activité. Donc il faut trouver une solution de ce genre-là. Ouais, et a priori, pour vous, le Fuse doit rester dans les Marolles. C'est l'option prioritaire, en tout cas, si je comprends bien. Une dernière question. Le bilan de Plaisir d'hiver, 3,5 millions de visiteurs, c'est à peu près la fréquentation qu'il y avait avant la Covid-19, en 2019. On avait quand même réduit la période d'illumination pour faire un petit peu d'économie d'énergie. On va recommencer l'an prochain, ou il y aura d'autres choses l'année prochaine? Alors, on va d'abord digérer tout ça, mais c'est vrai que cette édition a été assez incroyable en termes de fréquentation. Elle marque le retour des touristes, qui est quand même une excellente nouvelle pour Bruxelles dans son ensemble, parce que des touristes qui viennent consomment dans nos restaurants, vont au musée, etc. Pour l'année prochaine, évidemment, qu'on garde Plaisir d'hiver. On va voir, puisqu'on essaye toujours d'être les plus exemplaires possibles en termes de consommation d'énergie, de limiter l'impact négatif de nos événements sur la planète et sur les gens. On a mis en place un test de vaisselle réutilisable, des toilettes sèches. On a mis toute une série de mesures en place. Mais réduire la période d'illumination, c'est une idée qui peut rester dans le temps ou pas? Je pense qu'il y avait un contexte ici. Je pense que la question énergétique se pose aussi sur les entreprises qui profitent de cette crise aussi, puisque... Donc les commerçants notamment? Non, je pense à des entreprises comme Total qui font des bénéfices, qui font des bénéfices records pendant que la facture des consommatrices et des consommateurs augmente. Donc je pense qu'il y a un vrai questionnement de société à avoir, et je maintiens que les événements, la culture, les illuminations, c'est bon pour notre santé mentale et c'est essentiel. Voilà, et donc la 23e édition des Plaisirs d'hiver sera l'an prochain. On connaît déjà les dates, si je ne me trompe pas, 24 novembre, 31 décembre. Oui, c'est ça. Ça veut dire que ce sera fini le 1er janvier l'année prochaine? Oui, ça dépend des dates en fait. On fait 5 semaines à partir de fin novembre, donc on s'adapte en fonction de ça. Merci Delphine Houba, merci d'être passée dans Bonjour Bruxelles.